Chapitre 5. Benoît Lecoq avait commencé par protester qu'il n'avait pas élevé son fils avec autant de soin pour le voir traîner dans les mauvais lieux. En tant que policier, il savait mieux que quiconque les risques qu'encourait un jeune homme à Paris. Les nigauds devenaient vite la proie des escrocs ou des filles des rues. Mais Exupère avait insisté. Travailler pour une marquise lui ferait connaître du beau monde. Par conséquent, cela l'aiderait sûrement à trouver un emploi sérieux. Exupère avait raison et Benoît Lecoq finit par le reconnaître. La mission que lui confiait Madame de Sévigné était une chance qu'il fallait saisir. Mais pour l'instant, Benoît Lecoq avait d'autres soucis. La bande de Marco Carredas, le pire voleur du quartier, s'était rassemblée à l'auberge du Coq d'Or. L'ancien, le commissaire principal, avait donc mis ses hommes sous surveillance. Ils étaient 6 à attendre, depuis 2 bonnes heures, dans le froid glacial de février, que les truands sortent. Un sifflement! C'est le signal! Souffla Exupère d'un air excité Alexandre Berthold, l'un des compagnons de son père. L'arrestation de Marco Carredas, il ne l'aurait manqué pour rien au monde, se dit-il en remerciant silencieusement l'ancien de l'avoir accepté parmi ses hommes. Depuis son poste d'observation, Exupère jeta un coup d'œil dans la rue déserte à cette heure si matinale. À 10 pas se trouvait son père, tapi dans l'ombre d'une porte cochère. Benoît Lecoq leur fit signe de la main de ne pas bouger. Puis il leva le nez pour humer l'air, comme l'aurait fait un chien de chasse sentant une piste. Exupère l'avait souvent vu faire. Son père mettait une telle hargne à poursuivre les malandrins que ces derniers n'en réchappaient que très rarement. De nouveau le silence. La grande enseigne du cabaret du Coq d'Or se balançait doucement au vent avec un grincement à vous user les nerfs. Le jour se levait, dévoilant minute après minute les pavés mouillés de la pluie de la rue déserte et le ruisseau au centre plein d'immondices. À l'étage, un volet de bois claqua, les faisant sursauter. « Gare à l'eau !» avertit une voix de femme. Berthold et Exupère se tassèrent dans leur abri. Le contenu d'un pot de chambre, encore chaud, leur passa devant le nez et alla rejoindre le ruisseau. Une fois la fenêtre refermée, tout danger écarté, les policiers reprirent leur surveillance. Avec un peu de chance, souffla Alexandre Berthold à Exupère, nous les aurons tous les 5. Les habitants du quartier vont pouvoir vivre sans craindre pour leur bourse. Seulement pour un temps, hélas, fit Exupère. D'autres ne tarderont pas à prendre la place vide. Berthold acquiesça en soupirant. La lutte contre les truands n'était jamais finie. Mais depuis que le roi avait créé un poste de lieutenant de police, les choses s'arrangeaient peu à peu. Une nouvelle police, équipée et organisée, luttait contre les criminels. Maintenant, nos clients ont du souci à se faire, répondit Berthold. En 4 ans, Monsieur de la Reynie a fait plus pour la sécurité de Paris que tous nos anciens chefs en 50. Mais voilà que la porte du cabaret s'entr'ouvrait. L'ancien, le commissaire principal, lança 2 sifflements, un court, un long, nota Exupère. Cela voulait dire « préparez-vous ». Les policiers du Châtelet avaient en effet créé une sorte de langue pour communiquer sans attirer l'attention. En quelques sifflements, clins d'œil ou gestes des doigts, ils en disaient plus qu'une commère avec des mots. Exupère compta 4 hommes, bottés et chapeautés, qui sortaient dans la rue. À entendre leurs gros rires et les voir tituber, ils n'avaient pas dû cracher sur la bouteille. Il en manque un, constata le jeune homme. Sous leurs longs manteaux, on devinait des épées pendues à leurs côtés. La porte se referma. Les truands n'avaient pas fait 10 pas que l'ancien leur criait « Au nom du roi, arrêtez-vous » Sortant de l'ombre, les policiers se précipitèrent, armes au poing. Mais la bande de Carredas semblait décidée à vendre chèrement sa peau. Les 4 hommes tirèrent leurs épées. « Reste en retrait !» ordonna Benoît Lecoq à son fils, qui venait de bondir avec les autres. Exupère obéit à contre-cœur. Son père et le commissaire principal ne l'acceptaient dans leurs opérations qu'à la seule condition qu'il se fasse discret et qu'il ne prenne aucun risque. « Halte !» hurla l'ancien. « Bas les armes !» La seule réponse des truands fut une attaque. En quelques secondes, la rue se transforma en champ de bataille. Cela n'impressionna pas Exupère qui en avait vu d'autres. Il croisa les bras et suivit son père du regard, appréciant son style et son efficacité. Pour l'instant, 2 truands étaient tombés, mais les 2 derniers se battaient encore. Benoît Lecoq expédia le 3e dans la boue, l'épaule transpercée. Le 4e, se retrouvant seul, lâcha alors son arme et s'écria « Grâce !» Les policiers se précipitèrent pour se saisir de lui. Tout à leur joie, personne ne prit garde que la porte du Coq d'Or s'était rouverte et qu'une ombre se glissait dans la rue pour fuir. Personne, à part Exupère. Son sang ne fit qu'un tour. Le 5e truand allait s'échapper.
Exupère bondit. En 3 foulées, il fut sur l'homme. Un coup de poing rapide l'envoya contre le mur avant qu'il n'ait eu le temps de réagir. Il s'effondra, les bras en croix. « Tu l'as eu, l'éveillé! Tu as eu Carédas en personne !» fit la voix de l'ancien. Les tapes tombaient sur le dos d'Exupère, les rires fusaient. « Le lieutenant va être content. Merci, l'éveillé. Grâce à toi, nous allons sûrement avoir une bonne prime. » Le retour au Châtelet fut joyeux. La grande forteresse du Moyen-Âge, qui faisait office de bureau, mais aussi de prison et de tribunal, était des plus lugubres. Passé la voûte du porche, ils pénétrèrent dans la cour froide et humide. Après avoir remis leurs prisonniers à la geôle, ils se dirigèrent vers les bureaux. Contrairement à son habitude, le concierge, un homme rougeaud et jovial, faisait grise mine. « Vous avez réunion des commissaires, déclara-t-il. Le lieutenant a des choses à vous dire. »« Réunion » s'étonna l'ancien en regardant ses hommes. « Nous ne sommes pourtant pas lundi. » Le concierge haussa les épaules. « Si j'étais vous, fit-il, je me dépêcherais. Le patron est énervé. » Et effectivement, le lieutenant de police, le grand Nicolas Gabriel de Larigny, les attendait dans son bureau et avec lui la plupart des anciens des 16 autres quartiers. La pièce, aux fenêtres étroites et aux murs couverts de boiseries austères, était éclairée de chandeliers. La table de travail, au centre, ressemblait à son propriétaire, carrée et massive. Seule une haute bibliothèque, emplie de livres aux tranches de cuir dorées, mettait une note de fantaisie. Exupère, curieux, se fit tout petit et se glissa derrière les hommes pour écouter. L'araignée avait le regard noir. L'ancien, son chapeau à la main, s'excusa comme il put. « Nous ne savions pas pour la réunion. Nous étions en surveillance depuis plusieurs heures. Nous avons eu la bande de Carédas. » Certains commissaires lancèrent des « oh » de satisfaction. L'araignée, lui, ne répliqua rien. Que se passait-il donc pour que l'arrestation de Carédas ne soulève pas même un sourcil du premier policier du royaume? Une chose semblait sûre, il n'y aurait ni prime, ni honneur, ni même un remerciement. Monsieur de Larigny était en colère, très en colère. « J'ai été convoqué hier soir chez le roi, » dit-il en marchant de long en large devant ces hommes d'un pas nerveux. Les anciens baissèrent le nez. Les commissaires et les exempts regardèrent ailleurs. Les nouvelles n'avaient pas l'air d'être bonnes. Effectivement, monsieur de Larigny poursuivit. « Le roi m'a fait mander pour ces histoires de disparition. Savez-vous ce qu'il m'a dit ?» Les hommes ne le devinaient que trop bien. Le roi n'était pas content. « Il m'a dit, poursuivit le lieutenant, que des bourgeois de Paris étaient venus se plaindre que nous ne faisions pas notre travail et que leurs enfants disparaissaient à cause de notre incompétence. »« Cela est exagéré, » fit remarquer Benoît Lecoq. « Nous venons justement d'arrêter la bande de Carédas. »« Je me moque bien de Carédas, » l'interrompit brutalement le chef de la police. « Il faut que ces disparitions cessent. Le roi m'a fait savoir que nous serions tous renvoyés si nous ne mettions pas fin à ce scandale. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, la moitié des effectifs ne s'occupe plus que de cette affaire. Je veux que l'on recrute des informateurs. Je veux que chaque chose étrange me soit rapportée, même la plus insignifiante. Que savez-vous de neuf ? » « C'est une femme qui fait le coup, » lança l'ancien du faubourg Saint-Antoine. « Tous ceux qui ont disparu dans mon secteur étaient de jeunes sots avec de belles économies. Ils étaient tous amoureux, au dire de leurs amis. » « Alors, s'impatienta l'araignée, qu'attendez-vous pour diffuser la description de cette femme ? C'est que personne ne l'a vue. »« Lucas, pensa Exupère. Lucas aussi avait suivi une femme. Il n'était toujours pas revenu. Sa croqueuse d'économie était sans doute moins vorace qu'il ne le croyait. Dans quelques jours, je lui dirai ce que je pense de son attitude, pesta dans son coin Exupère. Le lieutenant frappa des 2 mains sur la table de travail, faisant sursauter ses hommes. Puis il déclara, d'un ton sarcastique. Malgré sa colère, le roi, dans sa grande bonté, a décidé d'offrir une prime de 1000 livres à celui qui arrêtera l'assassin. Peut-être cela vous aidera-t-il à enquêter plus vite. Un murmure parcourut l'assistance. La somme était énorme. Exupère croisa le regard de son père. Voilà qui est intéressant, souffla Benoît Lecoq. Je te jure que cette prime, c'est moi qui l'aurai, mon fils. Je vais bientôt rembourser toutes mes dettes et nous serons à l'abri du besoin pour longtemps. Exupère sourit. Avec une telle récompense en jeu, le fin limier qu'était son père ne lâcherait pas prise facilement.